Dobo, travaux de recherche dans les universités d'État en mode plagiat, c'est l'objet du regard sur l'actu de ce jour. Bonjour Patrick Christian Dobo. Bonjour Soflane, bonjour Thierry Carole. On ne pouvait pas rêver mieux, n'est-ce pas, que cette capsule sur cette faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de Douala pour nous introduire dans cette problématique qui concerne l'enseignement supérieur. D'abord, on va espérer que de ce côté-là, le mot de plagiat, n'est-ce pas, n'a pas établi son nid. En tout cas, on a côtoyé quelques-uns des produits de cette faculté qui répondent. J'espère qu'il en est pareillement pour tous les autres. Maintenant, lorsqu'on a fini de le dire, on constate malheureusement que pendant qu'il y en a qui se présentent sous un, on va dire, un beau regard, il y en a qui reconnaissent quand même que de l'intérieur, il y a matière à être inquiet. Et c'est le cas de la faculté, n'est-ce pas, des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2, où le professeur Claude Bekolo a donc rendu une liste de 17 thèses supposées conclure des travaux de recherche, n'est-ce pas, qui ne respecteraient pas les règles de l'art, tout au moins sa matière d'originalité et d'ingéniosité de ceux qui sont censés produire ces travaux-là. 17 sur 20 dans le sens négatif. Allez donc comprendre que la zone ou la cote d'alerte est assez et suffisamment inquiétante pour qu'on s'intéresse de manière assez modeste à cette question-là. Vous avez au niveau de cette institution universitaire des soins du recteur une application qui permettrait de lutter contre le plagiat, qu'on appelle application anti-plagiat. Et là-bas, cette application soumet à une certaine analyse les thèses déposées pour comparer les similitudes qu'il y aurait avec des travaux présents sur la toile ou alors des travaux étant contenus dans la base même de l'université. Et en la matière, nous avons quelques 17, tel que cela a été annoncé, qui seraient passés à la trappe parce que le logiciel permettrait de tolérer des taux inférieurs à 15% de plagiat. Et là-bas, vous avez 17 thèses sur 20 qui ont largement dépassé les 11% et donc qui ont atteint ce seuil-là qui ne permet pas de recevoir ces thèses pour enfin passer aux soutenances. Et ce n'est pas la première fois certainement qu'on entend parler de plagiat dans notre système universitaire, dans l'environnement universitaire. Des sommités même du caractère intellectuel de ce milieu-là ont parfois été remis en cause, soit par des personnes externes, soit par des personnes internes. On se souvient bien de cette bagarre qui n'est peut-être pas encore soldée entre une sommité du droit chez nous, qui a d'ailleurs représenté le pays à très grande échelle, défendant les droits du pays, contre un de ses anciens poulains. On a dit un ancien qu'il avait sous sa botte, qui lui aussi a grandi de ses propres ailes aujourd'hui et qui est d'ailleurs un responsable majeur d'une de nos institutions universitaires. On ne va pas citer les noms ce matin, mais ce combat-là, on l'a existé. Très récemment, c'est un autre universitaire qui a été accusé par un de ses collègues d'avoir copié le contenu d'un de ses articles. Les deux se sont retrouvés être accusés aussi d'avoir copié les articles d'un autre université à l'étranger. Vous voyez donc que la chaîne et la machine de ces plagiats-là commencent à être inquiétantes. Si ceci a pu être débusqué parce qu'un logiciel est appliqué ici, imaginez-vous dans tous les autres campus universitaires, là où il n'y a pas ces logiciels, combien de plagiats on pourrait avoir et qui seraient même validés parce qu'on n'a pas les mécanismes de pouvoir toujours rechercher et de se rendre compte que cela ne va pas. Et donc, nous sommes dans une situation où, effectivement, on s'inquiète. Ce qui est considéré souvent comme étant le temple du savoir. On dit que les universités sont les pourvoyeurs de sens, n'est-ce pas, d'une république, d'une nation. C'est là-bas que tout se conçoit. C'est là-bas qu'on a envie de voir comment le pays est pensé et comment est-ce qu'il va avancer. D'autres ont même fini par dire qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Au rythme où les travers ont gagné notre société, on peut simplement se rendre compte que si les plagiats et l'incapacité de nos universitaires à offrir des solutions applicables à nos problèmes au quotidien se fait ressentir par rapport à ces plagiats qui de plus en plus commencent à être mis à nu, c'est que forcément les travers de notre société peuvent aussi trouver une source dans cette décrépitude qu'on a de ce côté-là. Maintenant, dès qu'on a fini de le dire, est-ce qu'il faut s'inquiéter sur la qualité totale du contenu des travaux ou des recherches qui viennent de nos universités? Est-ce
qu'il faut remettre en question la qualité et les titres obtenus dans nos universités? Voilà une question bien difficile à laquelle on va devoir répondre. Mais ce qui est certain, Soflan, c'est que on a des situations inquiétantes qui nous viennent de ces campus. Dernièrement, c'était des joutes verbales pour des titres de préséance ou alors pour la validation d'un mécanisme de doctorat qui n'a pas été accepté, toujours à Yaoundé 2. On a vu des crises entre différents responsables dans nos universités qui se sont transformées, n'est-ce pas, en joutes par médias interposés. Oui. On en entend. Le lieu universitaire est finalement devenu un champ de bataille qui n'honore plus le côté intellectuel, mais qui met plutôt à nu des travers. Alors, finalement, M. Patrick Essien-Dobo, faut-il à la fin discréditer le contenu des titres acquis dans nos campus universitaires? La question peut bien se poser. Elle peut effectivement se poser parce que lorsque vous regardez de telles informations qui arrivent, vous n'êtes pas loin de vouloir donner du crédit à des personnalités comme le regretté Charles Ateba Yene ou même l'économiste Dieudonné Essomba, qui pensent que le contenu et la coquille de nos universités cachent mal, n'est-ce pas, le vide de l'intérieur. Ce sont leurs propos, même si je paraphrase un peu. C'est des personnalités qui pensent que, effectivement, nos docteurs passent plus du temps à démontrer sur des plateaux de télé et de radio leur capacité à travers des théories et des formules appliquées et apprises de manière assez automatique et qui, malheureusement, n'ont pas capacité à apporter des solutions quotidiennes à nos problèmes. Est-ce qu'il faut rester sur ce regard-là? Est-ce qu'il faut stigmatiser pour autant tout le mécanisme universitaire et tous les intellectuels de nos universités? On ne pourra pas le dire parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a dans nos universités des produits de qualité qui sont même reconnus à l'extérieur. Il y a même des chercheurs qui parfois, c'est vrai, faute de pouvoir trouver un couloir pour exprimer leur génie, sont finalement sous d'autres cieux très appréciés et font des merveilles ailleurs. Il y a du génie. Dans ces universités, il n'y a pas que des paresseux. Il y a des personnalités, il y a des universitaires qui jouent leur rôle. Peut-être pas suffisamment compris ou bien peut-être pas suffisamment à l'aise dans les conditions qu'ils auraient souhaité, mais il y en a quand même. Maintenant, on a le devoir et l'obligation de se rendre compte que cette gangrène, ces brebis galeuses qui malheureusement ternissent l'image de nos universités, ils laissent une tâche assez conséquente, une tâche qui peut gangréner malheureusement tout le regard qu'on a sur nos universités. On a déjà du mal à se classer au niveau des universités performantes sur le continent et à l'échelle mondiale. Quand on a ce genre de situations qui sont de plus en plus dévoilées, on ne dira pas que ce sont les autres qui nous indexent de ne pas être les meilleurs. Nous-mêmes, nous dévoilons les travers. Et ça n'est pas mauvais de le dévoiler parce que ça remet peut-être en question un certain nombre de personnes qui, sous le précieux prétexte, n'est-ce pas, de la facilité, vont copier. Et comme le disait le professeur Claude Abbé, cette facilité à copier-coller qui gagne déjà nos mécanismes universitaires doit pouvoir être décriée. Et elle ne doit pas prendre le dessus sur la qualité de ceux qui, dans nos systèmes universitaires, continuent de porter le flambeau haut. Donc, il est important de le relever, mais de dire que cette tâche-là, si rien n'est fait et s'il n'y a pas une reprise de conscience, peut-être que la minorité qui fait mal à l'image de nos universités peut totalement nuire à l'image globale de nos universités. Voilà. Le Cameroun qui s'engouffre donc dans le copier-coller, on ose espérer qu'après ces 17 thèses rejetées, on dit bien c'est la toute première fois qu'autant de thèses sont rejetées pour la première fois. Oui, en même un seul cas, 17 sur 20. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on le prenait dans le sens inverse. Oui. Si on avait une moyenne de 17 thèses validées sur 20, on se dirait que c'est minimal. Mais vous avez 17 rejetés sur 20 en un temps record. C'est à craindre, n'est-ce pas, pour la qualité des produits qui viendraient de là. Ça pousse à réfléchir. Merci beaucoup pour cet autre numéro de Regard sur l'actu. Monsieur Patrick Essien-Dobo, on se retrouve vendredi pour le même exercice. On parlera de tout à fait autre chose. Hein. Tout à fait autre chose. Ce sera avec le même plaisir. Bonne journée à vous et bonne journée à nos téléspectateurs. Excellente journée, très chère. Dans quelques minutes, quelques secondes même seulement, ou bien tout de suite, on va s'intéresser aux informations sur le plan international. Et nous allons d'ailleurs nous rendre en Côte d'Ivoire pour noter que Alassane Ouattara est
Conan Bédier sont d'accord pour le parti unifié. Ben c'est vrai, Soflane, que les deux plus grands partis politiques ivoiriens ont annoncé le principe de leur fusion. Donc le président Alassane Ouattara a reçu pendant presque 2 heures l'ex-chef d'État, Henri Conan Bédier, au palais présidentiel. Dans un communiqué à la fin de cette rencontre, il a adopté le principe d'un accord politique pour la création d'un parti unifié qui sera dénommé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, nom de la coalition au pouvoir. L'unification du RDR, Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara, et du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de Henri Conan Bédier, a été lancé il y a plusieurs années, mais n'a jamais été concrétisé. Si les deux leaders semblent enfin de compte avoir trouvé un accord, leur base est certaine, et certains de leurs cadres ne paraissent pas avoir totalement souscrit à cette unification. Il reste encore un important travail de sensibilisation des militants à faire. Certains observateurs craignent même une dislocation du parti d'Henri Conan Bédier, PDCI, et le parti historique de Félix Houphouët-Boigny. Depuis la crise de 2010, le PDCI et le RDR sont réunis au sein d'une coalition, le RHDP, mais régulièrement, lors des différentes élections, l'équilibre entre les deux formations donne lieu à d'intenses tractations. Et puis au Mali, c'est l'ancien Premier ministre Moussa Mara qui est candidat à la présidentielle. Oui, l'ancien Premier ministre Moussa Mara est candidat à la présidentielle prévue pour le 29 juillet prochain. Vous le savez si bien. Il dit vouloir mieux gérer le Mali dans une déclaration à la presse. Je remets en cause la gestion de mon pays des 50 dernières années. Je suis candidat pour mieux gérer le Mali. Donc Moussa Mara promet de reconstruire l'unité du Mali. Je m'engage à déployer toute mon énergie pour restaurer la confiance entre nous, indispensable au rassemblement et à l'unité nationale. Moussa Mara a dirigé le gouvernement malien d'avril 2014 à janvier 2015. Sa visite en mai 2014 à Kidal, bastion des ex-rebelles Touaregs, avait causé de très violents affrontements. Et puis au Soudan du Sud, Omar El-Béchir ordonne la libération de plusieurs prisonniers politiques. La nouvelle a été annoncée par l'agence de presse nationale Souna, qui n'a pas donné beaucoup de détails sur ceux qui pourraient bénéficier de cette décision. En janvier, les autorités ont reprimé dans la violence des manifestations contre des mesures d'austérité. Une vague d'arrestations s'en était suivie. C'est un décret que le président Omar El-Béchir a ordonné la libération immédiate de tous les détenus politiques emprisonnés dans le pays. Militants des droits de l'homme, dirigeants de l'opposition ou simples manifestants, plus d'une centaine de Soudanais ont été mis derrière les barreaux entre le 13 et le 20 janvier. Ce n'est pas la première vague de libération annoncée par le président El-Béchir. Mi-février déjà, une cinquantaine de personnes avaient quitté les prisons soudanaises, mais les figures notoires comme Mokhtar Al-Khatib, voilà, secrétaire général du Parti communiste de Caleb Omar, du Parti du Congrès soudanais, sont restés derrière les barreaux. Selon les organisations des droits de l'homme, près de 90 personnes sont encore détenues. Difficile donc de mesurer l'ampleur de la décision d'Omar El-Béchir. Alors qu'il se rapproche de l'Occident, le président essaie peut-être de montrer patte blanche. Les ambassadeurs des États-Unis et de l'Union européenne ont exhorté à plusieurs reprises les autorités soudanaises à libérer les manifestants de janvier. Et puis au Tchad, le projet de constitution adopté par les ministres débit toujours plus puissant. Oui, le projet de constitution de la 4e République a été adopté mardi 11 avril par le gouvernement. Il s'agit d'un texte qui fait suite aux conclusions du Forum national inclusif sur la réforme des institutions organisées fin mars et qui a décidé des principaux changements à opérer dans le système politique tchadien. Reste au Parlement à qui sera transmis le document d'entérimer la création de la 4e République dont la naissance ne fait pas l'unanimité. Voilà, j'y arrive enfin. Aux États-Unis, cette fois-ci, spectaculaire perquisition chez l'avocat personnel de Donald Trump. Oui, l'enquête sur une présumée relation sexuelle entre le président américain Donald Trump et une actrice de films pornographiques a pris une tournure inattendue avec la perquisition du FBI dans les bureaux
bureau de l'avocat personnel de Donald Trump. Les bureaux de Michael Cohen, fidèle défenseur de Donald Trump, ont été passés au crible. L'homme qui a été l'un des porte-parole du président américain lors de sa campagne victorieuse de 2016 fait l'objet d'une enquête après avoir admis en janvier avoir versé 130 000 $ à une actrice de film X pour taire une liaison présumée avec le président. Cette perquisition a été lancée en partie à la demande du procureur spécial Robert Mueller qui enquête sur l'ingérence russe dans l'élection américaine. Mais dans le camp de l'avocat, en première ligne Donald Trump, eh bien on dénonce une méthode inappropriée qui a débouché sur la saisie inutile de communications confidentielles avocat-client par la police fédérale. En Sierra Leone, le nouveau président décrète le retour d'un grand nettoyage. Oui, le nouveau président sierra-léonais Julius Maada Bio a décrété une série de mesures pour assurer l'efficacité de l'administration et la salubrité du pays, dont le rétablissement du Clean Day instauré par la junte à laquelle il appartenait dans les années 90. Lors d'un rassemblement au stade de Freetown, Julius Maada Bio a insisté sur la discipline, menaçant de sanctions les fonctionnaires qui ne seraient pas au bureau à 8h30. Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État et le vice-président en personne se rendront dans les ministères et administrations pour vérifier la présence des fonctionnaires aux heures de bureau. En outre, un jour de grand nettoyage sera observé le premier samedi de chaque mois de 7h à 12h à partir du 5 mai. De plus, le nouveau président a proclamé le rétablissement à partir du 15 avril des activités commerciales le dimanche, interrompues par l'épidémie d'Ebola en 2014-2016 dans cette ancienne colonie britannique d'Afrique de l'Ouest. Voilà, merci Monsoleil pour ces informations et certainement du côté de Bamenda, ils sont nombreux qui sont connectés Canal Matin et qui nous regardent ce matin. On va saluer bien sûr le substitut du procureur de Bamenda, Monsieur Zezambo. Monsieur Zezambo, vous êtes substitut du procureur à Bamenda, vous nous regardez tous les matins, vous avez le bonjour de Canal Matin, sans oublier en fidèle Hervé Tuegem. Voilà. Joyeux anniversaire à Pondo Etame Joseph, c'est le roi, on va le dire comme ça, majesté de la communauté lundi dans on va dire quoi, le département, l'arrondissement, dans l'arrondissement, voilà, dans l'arrondissement de Douala 5e. Donc joyeux anniversaire à Monsieur Pondo Etame Joseph, c'est de la part de sa tendre moitié Valérie Pondo sous le ciel de lundi. Très sympathique. Hein. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est proposer une chanson. Oui, et pas de moindre. Une très très belle chanson qui devrait normalement nous faire réfléchir. Une chanson qui s'insurge un tout petit peu contre certains comportements. Vous le savez, hein, elles sont plutôt nombreuses, ces personnes qui vous parlent à corps et à cri de l'Éternel Tout-Puissant, qui sont dans les églises, qui prient énormément, qui disent tous les jours, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, alors qu'ils sont incapables de pardonner. Alors, c'est la Camerounaise Gaëlle Ouandier qui se demande de qui se moque-t-on finalement.